Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je suis enfin de retour pour faire des reviews de DVD de catch. Donc oui, je sais, ça fait des mois et des mois que j'ai plus fait ça, mais que je me dis, allez, une fois de temps en temps à l'occasion, pour prendre quelques DVD, pour en parler, de faire une review, ça peut au moins devenir aux sources de ce que je faisais auparavant. Eh ben évidemment, on est parti, hein, vraiment, on est réellement parti. Et d'ailleurs, je vais tous quand même vous les montrer directement, comme ça vous le saviez. Et surtout sur celui auquel je vais m'attaquer aujourd'hui. Donc, c'est celui-ci auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Donc TNA Genesis 2009. Un DVD qui est quand même très rare à trouver et qu'il n'est pas évident à le trouver très facilement. C'est comme les autres DVD de TNA ou même CMLL. Ils sont très rares et un peu difficiles à trouver. Mais ce qui est sûr, c'est que si je vois qu'il y a deux DVD de la CMLL manquantes qui me manquent à ma collection, c'est sûr je pourrais tout faire pour négocier et le prendre directement si bien sûr j'ai les moyens, évidemment. Donc cela ne dépend que de moi et de moi-même. Donc je vous montre celui-ci. Les DVD que j'ai également là. Attendez. Donc oui, vous voyez, j'ai quand même rattrapé tout ce qui est DVD par-ci par-là. Donc celui sur Kenta, Go to Sleep, donc le fameux JTS. Oh là là, il y a un DVD qui est sorti quoi. Donc c'est celui de Kenny Omega, One Wing Angel, donc son best-of. Le DVD de Will Ospreay, The Aerial Assassin, donc l'assassin aérien. Et maintenant, du côté de WWE, je vais vous les montrer. Donc le WrestleMania 36, qui est un peu le WrestleMania du Covid. Ah, quelle terrible époque. Mais je sais que on va en parler quand j'aurai visionné tout cela. Ne vous inquiétez pas. WrestleMania 37. Et auquel dans le WrestleMania 36 de 2020, c'est là auquel ça va venir les WrestleMania de 2 nuits, la première et deuxième nuit. Et bien là, c'est toujours en pleine période Covid, mais qu'il y a quand même quelques personnes et également tout ce qui est silhouette en carton auquel je me rappelais. Mais ça, on en parlera évidemment. Donc le 37, comme je l'ai dit. Le 38 en 2022, auquel là, on n'est plus dans cette fameuse terrible période Covid. On est vraiment dans une autre période très différente. Donc voilà quoi, voilà ça. Le WrestleMania Backlash, même si c'est plus un Backlash plus qu'un WrestleMania, mais je me suis dit je vais le prendre parce que je me suis dit, même si ça n'a peut-être aucun rapport avec tout cela, du fait qu'il y a le logo WrestleMania, ça signifie les retombées de Backlash. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Pas forcément. Et pour terminer, le tout dernier DVD sur les WrestleMania, le 39 version Hollywood. Et oui, on prend les mêmes et on recommence. Et c'est sûr, je m'y attarderai dessus, hein, évidemment. Mais tout d'abord, il faut que je m'attaque à ceux que je vous ai montrés directement au tout début, hein. Donc je passerai du côté de la ROH. Et après cela, je m'attaque tout ce qui est WWE. Ne vous inquiétez pas à propos de ce sujet. Et pour débuter cette vidéo, il faut que je tiens à vous dire en travers de cette vidéo un sujet qui m'a un peu dérangé. Et c'est encore avec celui que vous saviez sûrement de qui je vais parler. Ou si vous ne saviez pas, laissez-moi vous dire qui est cette personne. Car il faisait partie de l'un des premiers à commenter mes vidéos de manière très régulière. Et à tel point que je me suis dit, ah d'accord, au moins il aime ce que je fais, ça va, ça me plaît beaucoup. Puis au fur et à mesure du temps, je me suis un petit peu lassé
de sortir de tout ce qui est vidéo par-ci par-là, parce que je voulais à tout prix sortir plus trop de vidéos le plus possible, si ce n'est que je voulais un peu ralentir la cadence. Et à tel point que ça n'apprécie pas ce cher personne auquel je vais vous dire, hein. Car cette personne, il s'intitule WWE Réseau. Anciennement cinéphile, anciennement DVD, WWE Réseau Souvenir, quelque chose comme ça. Bref, WWE Réseau que j'aimerais bien l'appeler. Auquel, ben lui, il ne cesse de me harceler à propos de la vidéo de ce que j'avais fait sur l'Undertaker. Auquel il y avait le DVD de The Last Ride, un DVD où il y a les reportages documentaires, et auquel ben, il ne cesse de me dire, même avec l'anthologie complète des WrestleMania de l'Undertaker, il ne cesse de me harceler que je refasse encore une nouvelle pour lui-même. Mais sauf que, je préfère vous le dire de très honnêtement, je ne veux pas le faire. Et cette personne m'oblige à me forcer la main en disant que je devrais le faire. En disant, eh ben pourtant tu vas le faire. Je te garantis tu vas le faire. Ça, c'est ces paroles en message qu'il m'avait dit, ce qui m'a pas plu. Et quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ben forcément, c'est pas en me disant cela que tu vas m'obliger à faire ce que je ne veux pas faire. En sachant que la vidéo sur l'Undertaker avec The Last Ride et la DVD complet où il y a tous ces matchs à WrestleMania, bah, j'ai pas besoin de tout dire, tous ces matchs à WrestleMania, je les avais déjà tous dit en travers de n'importe quelle autre vidéo. Et ça, bah, c'est prouvé par A plus B que je n'ai pas besoin d'en dire ou d'en faire beaucoup plus. Eh bien, cette personne tellement mécontente et un peu, un peu comment dire, comment je pourrais dire pour ne pas être très vulgaire, un peu casse-pied, m'oblige à faire un truc que moi je ne veux pas, alors que je le dis que non, un point c'est tout, car c'est ma décision à moi, c'est moi qui a le dernier mot, ce n'est pas un abonné de Pacotille qui était présent au tout début de ma chaîne et qui m'a quand même causé pas mal de problèmes. Parce que oui, cette personne, il faut savoir, il m'a énormément posé de problèmes pour plusieurs raisons auxquelles ben, j'en regrette forcément quand j'y repense. Et qu'il y en a, ça m'est vraiment mis en travers de la gorge que je veux même plus, mais carrément même plus le mentionner. À tel point qu'il a réussi, sans le vouloir, à se mettre à dos moi. Et et je sais pas comment vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas très sympathique de sa part, hein. Et ça, ben, je peux pas forcément trop le pardonner pour ce qu'il a dit et ce qu'il peut me faire, hein. Parce que en sachant que c'est ma chaîne, c'est moi qui est libre de faire des vidéos que je veux. Si je veux faire des vidéos sur les résultats de review d'un tel ou tel show, que ce soit AEW, TNA, WWE, ROH, et même un petit peu de CMLL ou AAA, NJPW, Noah, n'importe quoi, c'est ma décision, ce n'est pas la sienne, c'est ma décision. Donc forcément, je suis à l'écoute des personnes qui me disent tout cela. Je suis à l'écoute, hein. Mais quand c'est un truc de tel mauvais malotru qui me fait ce genre de défaut comme ça, je ne, je ne peux pas être très bien veillant et très gentil avec la personne qui m'oblige à me forcer un truc que je ne veux pas faire. Donc, de toute façon, cette personne n'est pas mon chef, ce n'est pas lui qui va me dire quoi faire. Si c'est vous, cher auditeur, ou éditeur bien sûr, qui veulent des questions-réponses, un peu comme ce cher Pierre-Paul et, et The Thrillerman, je vais l'appeler comme ça, Thrillerman, bah, je suis à l'écoute, hein, je suis vraiment à l'écoute de bons arguments objectifs et pas le genre de mec casse-pied comme ce cher WW Réseau à
à me, comment dire, à me déranger, comme me mordre les pieds, mordre la main, j'en passe des tels calembours. Mais bon, je crois que j'ai déjà assez trop dit à ce sujet, si ce n'est que je m'attaque à ce DVD de pay-per-view de la TNA Genesis 2009. Et oui, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il est tellement rare à trouver qu'il faut avoir de la chance pour le trouver. Ce DVD en question, ben, je l'ai acheté sur Amazon. C'est vrai que c'est rare quand je vais sur Amazon, mais grâce à l'une de mes sœurs auxquelles je peux compter pour les avoir totalement. Donc bien sûr, il y a un seul DVD, donc j'ai pas besoin de vous le montrer, puisque ce cher personne veut toujours que je lui montre les DVD, alors que je n'ai même pas besoin de le montrer. Voilà quoi. Non mais au bout d'un moment, c'est vrai que il faut arrêter de m'énerver. Hein. Je suis gentil à ce point-là, mais il faut pas trop jouer avec mes pieds. Et avec mes nerfs aussi. Donc les photos. Et bien sûr, à l'époque, c'était toujours commenté en français par Célian Varini et Marc Chavet aussi. Donc voilà tout. En bonus, eh bien évidemment, il y a bah, tout ce qui est highlight, même version photo du show et des clips auxquels ils ont l'habitude de mettre The Turning Point 2008 et Against All Odds 2009. Bref, tout ce qui est accessible. Et concernant bah, ce show, c'est vrai qu'il n'était pas si transcendant que cela pour une qualité du show à l'époque en 2009 pour qu'il soit à la hauteur. Donc ça commence avec une nouvelle année, avec un peu ce petit démol qu'ils ont l'habitude de commencer. Mais on ouvre avec un match à 3 contre 3, donc match à 6 à élimination de la TNA évidemment, entre The LAX, donc vous savez qui c'est, The Latin American X-Charge, équipe composée de Homicide et de Hernandez, et également le dernier, The Showtime, Eric Young, auquel à cette grosse période de la TNA, il avait peur de son ombre, il avait peur des feux d'artifice, et que maintenant il est passé de celui qui a peur des artifices à je suis pas très peureux des feux d'artifice. Oui, parce qu'à l'époque, il avait un personnage un peu comique, Eric Young, alors qu'aujourd'hui, c'est plus une gourou d'un clan. Mais bon, ça c'est vrai il est loin notre Eric Young comique qu'on aimait l'adorer, quoi. Et concernant Homicide, oui, je viens d'apprendre il y a quelques mois aussi, comme quoi il a officiellement arrêté sa carrière de catcheur. Et ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais apparemment, ce serait lié à un kiss qu'il avait au cerveau. Et à tel point qu'il n'avait pas le choix de mettre un terme à sa carrière de catcheur. Dommage, mais au moins il finit sur une note un peu pas très glorieuse, mais c'est la santé avant tout, on ne peut rien faire. Et concernant Hernandez, je ne sais pas qu'est-ce qui devient, mais ce qui est sûr, c'est qu'il manque aux premiers fans de la première heure de la TNA. Et face à eux, ils affrontent tout simplement Sanjay Dutt, celui qui se prend pour une rockstar accompagné par une guitare de jeu vidéo de Guitar Hero, Jimmy Rave, et le catcheur masqué japonais Kiyoshi. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un match à élimination, et que ce soit les partenaires, l'une d'entre eux, ce serait l'un des survivants qui obtiendrait le match haut la main. Si je ne me trompe pas, ceux qui ont été éliminés dans la LAX, je crois que c'est Homicide, Eric Young, puis ça va poursuivre avec Jimmy Rave, Kiyoshi, et à la fin ça va se terminer entre Sanjay Dutt et Hernandez. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est victoire de Hernandez avec les LAX et Eric Young, malgré qu'ils se sont fait éliminer. Mais voilà tout. Et que ce match-là, je vais revenir aux notes auxquelles je faisais au tout début de la chaîne. Je lui mets un 3,20. Voilà, sans plus ni rien, quoi. Et là, on passe à un autre match. Par contre, là, c'est vrai qu'ils sont pas en ordre chronologique. Mais le deuxième match est celui-ci.
Et c'est pour le final, pour le championnat de la X-Division de la TNA, qui était un tournoi qui était un titre rendu vacant, entre Alex Shelley contre Chris Sabin. Donc oui, les deux membres des Motor City Machine Guns, qui étaient les figures emblématiques par équipe et de la division X-Division, à l'époque à la TNA. Un peu comme un certain Edge Styles, Samoa Joe, Christopher Daniels, et également Homicide, et j'en passe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient vraiment des figures emblématiques de la TNA. Et à l'heure actuelle, du côté de la WWE, ben, ils sont un peu mid-carder, limite un peu jobber. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu ce côté auquel ils étaient très chaud patate à chaque événement de show. Et auquel je sais que ça a enchaîné très grave. Surtout de prises techniques, de prises acrobatiques, très bien racontées. Parce que oui, tout ce qui est prise, il faut savoir le mieux raconter au plus haut point. Et à tel point que il y a un moment dans le match quand je crois que c'était Chris Sabin ou Alex Shelley qui voulait essayer le genre de fil à couper le beurre, donc le fameux salto auquel on part en arrière et que le catcheur ben, il s'écrase au sol très violemment. Je crois que c'est Alex Shelley, si je dis pas de bêtises, auquel ben, il voulait faire sa prise, mais il a fait une genre de simulation comme s'il avait mal à la cheville, comme si sa cheville avait lâché. Pas comme un certain Trick Williams à Slammiversary 2025. Ouais. Auquel ben, ça laisse vraiment un petit peu un goût amer. Donc il a fait croire à Chris Sabin qu'il avait mal à la cheville. Mais sauf que c'était une ruse qui arrive à le surprendre avec un petit paquet et qui va obtenir le match pour la victoire. Donc oui, il bat ben, justement Chris Sabin et que c'est Alex Shelley, le champion, le nouveau champion de la X-Division. Et ce match-là, ben, vu comment il était pas mal, à part la fin qui laisse un peu à désirer, mais que c'est un 3,70. Ou si vous voulez, 3,70, si vous préférez. Donc voilà. Ensuite, le troisième match. Et c'est Shane Swall contre The Sheik Abdul Bashir. Donc dans un grudge match, un règlement de compte entre deux catcheurs, en sachant que c'est un peu le match américain versus l'Iranien, quoi. Enfin, l'Iran. Ouais, donc on nous ressort cette fameuse histoire des années 80, l'américain typique contre le terrifiant iranien. Et du coup, ben, ça amène à des petites proportions un peu douteuses. Et en sachant que c'était pas non plus la bonne stratégie de storyline pour mieux en raconter quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que Shane Swall, ben, certes, c'était un des arbitres de la TNA, mais également un ancien catcheur auquel il avait déjà catché, notamment aux États-Unis, peut-être au Japon et également à Porto Rico et au Mexique, auquel il s'est fait beaucoup dans le circuit de mexicain, quoi. Et il n'a pas du tout aimé comment le Sheik Abdul Bashir lui a, entre guillemets, manqué de respect en tant qu'arbitre et qu'il a dû sortir de ses gonds pour justement le régler ses comptes avec Abdul Bashir. Et ce qui est sûr, c'est que dans plein match, c'est sûr que ça va partir ben, en bagarre totale. Ça ne réfléchit pas un seul instant, ça se poursuit entre les rings de 6 côtés, parce que oui, à l'époque, il y avait toujours les rings à 6 côtés, et que ça va s'enchaîner des coups, jusqu'à ce qu'il y a un spot au niveau du coin auquel ben, il va avoir des séries de coups de poing, mais ce qu'il va faire Shane Swall, il va commencer à mordre le crâne de Sheik Abdul Bashir, mais sauf qu'on le voit très bien à la caméra, et ça c'est pas des bêtises, qui lui mord pas du tout le crâne, car on le voit vraiment à des kilomètres comme quoi il mord sa propre main comme s'il avait mordu la tête, ce qui est pas très réaliste. Donc ça c'est vraiment une erreur auquel j'ai pas du tout apprécié. Après ça va partir en phase de domination sur Shane Swall envers Abdul Bashir et inversement. Et puis ben, t'as l'arbitre
Earl Hebner, si je crois bien que c'est lui qui arbitrait le match, bah, qui s'embrouille avec Abdul Bashir et qui vont commencer à faire le tour de Shane Swall et que ce dernier va commencer à lâcher une clothesline et puis il va faire le tomber sur Sheikh Abdul Bashir au compte de 3. Donc en gros, le Sheikh Abdul Bashir s'est fait entuber par l'américain et envers l'arbitre américain justement. Ce qui est pas très... ce qui est prendre pour Abdul Bashir pour un gugus. Un peu comme Mohamed Hassan à la période dans les années 2000, auquel il jouait le rôle d'un terroriste et auquel on voulait tout de suite l'enterrer pour diverses raisons, comme quoi le personnage de Mohamed Hassan était un peu voué à l'échec dès le départ, en sachant que ce dernier n'est même pas iranien, n'est même pas d'origine musulman, islamique, de base. Mais pour Abdul Bashir, je sais pas si c'était ses vraies origines, mais à vrai dire, je préfère pas trop en dire plus. Et que je préfère, on va dire, en rester ainsi, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et oui, excusez-moi pour les aboiements des chiens, parce que je peux pas contrôler tous les sons, et aussi j'avais besoin de l'air également. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, il manque de l'air. Et aussi, il faut savoir que dans ce show-là, tout se tourne autour de l'histoire autour de Rhino, comme quoi est-ce qu'il est présent dans l'arène ou pas, en sachant qu'il est introuvable, et qu'on pose la question au Main Event Mafia, et ça c'est Jim Cornette qui va justement en parler à l'un des membres de la Main Event Mafia. J'ai nommé Scott Steiner, l'oncle de Bron Breakker, qui va dire, et à vrai dire, je m'en fous de ce type, il est sûrement un dans des bars du coin, vas-y le voir, mais viens pas nous casser les couilles. C'est ce qu'il vient de dire, même si il n'a pas dit d'un ton aussi vulgaire à la fin. Mais bon, tout se résume là-dessus, tout se résume par là, et même quand il y avait l'interview de Booker T, eh bien il y a Shane Swall qui vient et qui essaye entre guillemets de jouer au super-héros parce que Booker T, il n'a pas aimé comment on parle de mal à sa femme Charmel. Et du coup, un coup qu'on insulte Charmel, il sort de ses gonds, il ne vient pas, comment dire, pour qu'on l'insulte de tous les noms. Et du coup, quand il voit Shane Swall, il se dit, c'est qui ce minable pourquoi il me veut, il a un problème. Tu sais à qui t'as affaire, tu sais qui je suis Booker T, mec, hein. Faut pas venir me tester. Hein. Et je crois que c'était comme ça auquel Shane Swall allait affronter Booker T lors de Against All Odds, si je ne me trompe pas. Je sais que ça fait longtemps que j'ai plus fait de review de tout ce qui est DVD de la TNA, mais je crois que c'était bien cela. Donc voilà tout. Mais bon, de toute façon, je passe même au match par équipe. Donc match, le championnat du monde par équipe de la TNA, et que c'est un match à 3 par équipe, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a Beer Money Inc. avec Bobby, ou plutôt Robert Roode, et le cowboy James Storm, accompagné par Jacqueline. Contre The Monstre Abyss et The Blueprint, Matt Morgan, et aussi contre The Lethal Consequence. Donc The Black Magismo Jay Lethal, et The Consequence Creed, nommé Rachid Sid Creed, ou plutôt Austin Creed, qu'on connaît bien sûr sur le nom de Xavier Woods. Auquel c'était eux qui étaient champions par équipe. Le match, je me rappelais que j'avais très très bien rigolé, surtout quand il y avait la prise de sandwich entre Bobby Roode, Jacqueline et James Storm, car les catcheurs qu'on voyait, donc Lethal et Creed, et même Morgan et Abyss, ils vont commencer à s'acharner sur les trois, notamment quand Bobby Roode était acculé dans le coin, puis il y a Jacqueline qui le rejoint avec James Storm. Chacun son tour va effectuer un splash, un coup
dans le dos de James Storm, ou justement pour écraser les trois. Puis James Storm, il va s'écrouler par terre sur le dos. Et t'as Jacqueline qui va se jeter contre on va dire contre les testicules de James Storm. Et t'as Robert Hood qui se met à genoux alors que Jacqueline était à quatre pattes. Et ça, c'était vraiment un bon moment auquel j'ai bien rigolé. En sachant que il a commencé à faire des petites manies comme si c'était du porno. Mais c'était vraiment marrant. Franchement, ça c'était un très bon moment auquel j'ai bien apprécié. Puis, il y a d'autres enchaînements, du tentative même de tricherie de la part de Money Inc. Ou la tentative désespérée de Matt Morgan et de Abyss pour justement à essayer de devenir champion par équipe, mais sans succès. Mais ce qui va se passer, c'est que ça restera Money Inc. qui aura toujours l'avantage et qui seront à tout jamais les figures de proue de la division par équipe, auquel c'est eux qui vont remporter quand même pas mal de plus de victoires avec les titres par équipe. Hein. Car c'est eux qui en viennent à bout de Matt Morgan, Abyss et de Jay Lethal et Conséquence Creed. Et que c'est eux qui deviennent champions par équipe. Et ce match-là, c'est un 3,5. Pourtant, j'ai quand même bien apprécié. Et par contre, entre le Sheik Abdul Bashir et Chainswall, c'est un 3,20. Je l'ai oublié de citer celui-là. Mais je crois que ça a mené même une dissension entre les deux colosses, hein, Matt Morgan et Abyss. Mais bon, voilà, je crois que ce qui est bon, voilà quoi. Et maintenant, encore un match par équipe, parce que ça tourne beaucoup au niveau des promos, même de Mick Foley et de Kurt Angle, et j'en passe d'autres. Match par équipe de... Je crois que c'est 2 contre... Ouais, 2 contre 2, et j'en passe, je crois. Ouais, donc... Ah non, c'est 3 contre 3, pardonnez-moi, excusez-moi. Donc il y a ODB, Roxy et Taylor Wilde. Donc ODB, One Dirty Bitch, comme elle se fait appeler. Et pourtant, je ne comprenais pas les significations de ce terme, jusqu'à ce que je l'apprends. Donc voilà, Roxy j'ai cité, Taylor Wilde aussi. Contre Reisha Saïd, pardonnez-moi. Et avec Raka Khan et Son Jonro Bolt. Donc c'est vrai que c'est pas des noms assez faciles à retenir, et pourtant ce ne sont pas non plus des noms auxquels ils donnent du rêve. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était du match purement féminin knockout, même si on était loin d'avoir de la très bonne qualité, et pourtant à cette période-là, parce que oui, je sais que la WWE aime nous rabâcher à quel point elles ont la meilleure division féminine au monde, et patati et patata. Alors qu'à cette période, à la TNA, c'était eux la bonne période auquel les knockouts, les femmes, étaient quand même mieux utilisées. Quitte à créer des moments un peu olé olé, quitte à créer même des moments choquants, ou des moments assez très émouvants. Et en tout cas, c'était à la bonne période. Mais j'ai pas trop les termes à trop aborder, si ce n'est que ce sera ODB, Roxy, euh, ouais, Roxy et Taylor Wilde qui vont battre The Kong Tourage, parce que oui, il faut savoir que Rachid, Saïd et Rakakan avec Sanjuro Bolt, ils faisaient partie de la team de The Awesome Kong ou Amazing Kong, qu'on connaissait bien sûr sous le nom de Karma. Et auquel elle était également présente, mais pas pour catcher, mais plutôt pour casser des tronches. Donc je n'ai pas trop grand chose à dire, si ce n'est que 3,20. Et j'en reste ainsi pour tout dire et passer à la suite également. À maintenant un match de no DQ, donc un match sans aucune disqualification entre Kurt Angle
contre The Double J, Jeff Jarrett. Donc c'était à cette période auquel la Main Event Mafia dirigeait du main de maître, et à la fois faire à la fois, et qui semait la terreur dans les coulisses de la TNA. Et ce qui est sûr, c'est que ça jouait pas du tout, mais pas du tout dans la dentelle, hein, quand il y avait la Main Event Mafia, malgré les différentes histoires qui partaient un petit peu dans tous les sens. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas non plus du mauvais à ce qu'on pourrait dire, même si on pourrait dire qu'au début, c'était pas bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un côté qui peut être bon, comme il peut avoir un côté mauvais. Et dans ce match, c'est sûr que ça s'est foncé dessus sur la gueule, que ça va vraiment à 1000 à l'heure, t'as même pas le temps de cligner des yeux, et que c'est un peu le cas auquel Kurt Angle était très déterminé à détruire Jeff Jarrett, alors que Jeff Jarrett, on sait qu'il n'avait pas hésité à détruire psychologiquement Kurt Angle, mais cette fois-ci, là, il est dans la position de victime, et auquel il veut sauver la TNA de ce fléau de la Main Event Mafia. Auquel ça va se battre partout, et à tel point que Jeff Jarrett va même pisser le sang. Donc ça va se battre par-ci par-là, dans la rampe d'entrée, et jusqu'à repoursuivre dans le ring. Et que quand Kurt Angle avait l'avantage pour effectuer sa ankle lock, Jeff Jarrett n'abandonne pas tout de suite, si ce n'est que je crois qu'il va avoir un ref bump. Et pourtant ça sert à rien d'avoir un ref bump, vu comment c'est un match sans aucune disqualification. On est libre d'avoir des armes pour tricher le plus souvent qu'on veut. Donc bien sûr, Jeff Jarrett n'arrive jamais tout seul, à part sa fameuse guitare, auquel il veut l'effectuer, mais sauf qu'il s'est cassé de la branche à monture de la guitare. Et du coup, c'est un petit peu foiré tout cela, mais très très foiré. Si ce n'est que il a voulu tenter le stroke, mais ce sera Kurt Angle qui va enchaîner avec des multiples Angle Slam et qui va aussi essayer de le faire abandonner Jeff Jarrett, ou plutôt de le battre clean Jeff Jarrett. Ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui va remporter le match, hein. C'est Kurt Angle qui va battre Jeff Jarrett. Et à la fin du match, il va commencer à le trash-talker, à le cracher dessus et à piétiner sa cheville déjà très endolorie et affaiblie de Jeff Jarrett. Donc il va passer son temps à s'acharner, quitte à le briser la cheville. Et à tel point que ça va se terminer ce segment-là, avec un Kurt Angle qui part au vestiaire et un Jeff Jarrett qui part à l'hôpital. Dans le kayfabe, évidemment. Dans le kayfabe. Donc voilà. Et maintenant, on passe à celui-là, un match 1 contre 1, encore une fois. Mais pour le titre de champion du monde poids lourd de la TNA. Donc pourtant, c'est pas le main event, hein, mais c'est Sting contre Rhino. Et ce qui est sûr, c'est qu'il était présent, il n'a pas raté l'événement. Mais on sent qu'il était quand même très très sonné à cause des coups à répétition de la Main Event Mafia et qui veut à tout prix leur faire payer. Et est-ce qu'il est fort possible qu'il pourrait récupérer le Sting? Ça, c'est ce qui est pas forcément trop sûr. Mais ce qui est sûr, c'était pas très mal. C'était pas très mal. Et pourtant, j'ai oublié de citer entre Kurt Angle et Jeff Jarrett, c'était un 3,60. Et entre Sting et Rhino, ce qui est sûr, c'est que c'était du pur match auquel est-ce que le gore peut découper le scorpion, ou est-ce que le scorpion va encore utiliser sa queue pour infecter son adversaire avec un scorpion left drop ou un scorpion deathlock. N'importe lequel du choix, mais ça va s'enchaîner très grave, et que malheureusement pour Rhino, ce sera quand même Sting qui va le battre Rhino avec un Scorpion Deathlock, donc le fameux Reverse DDT, pour la victoire, et qui conserve le titre du monde poids lourd de la TNA. Donc voilà tout, c'est victoire de Sting. Et là, on passe directement au main event. The TNA Frontline, donc équipe composée de Mick Foley, AJ Styles et Brother Devon,
contre The MEM, The Main Event Mafia, équipe composée de Booker T, de Big Papa Pump, Scott Steiner, et normalement on devait avoir Kevin Nash, mais à ce qui paraît, il avait eu à cette période-là une infection à l'épaule ou au coude. Je ne sais pas trop. Je crois que c'est cela peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été remplacé par Cut-Keep. Et qui c'est ce Cut-Keep? Ben, vous allez très vite le savoir car il s'agit de nul autre que Dadias Billy Gunn. Oui, Cut-Keep, c'était lui qui était dans l'équipe de la Main Event Mafia, mais pas que. Certes, il est allé dans la Main Event Mafia pour une nuit, pour un soir, mais il va beaucoup squatter avec les Beautiful People. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va être un peu leur conseiller esthétique et j'en passe d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, Billy Gunn, il avait d'autres sujets à côté. Et normalement, on était parti sur un match simple auquel ça allait dérouler dans l'ordre. Mais vu comment c'était Mick Foley, le commissaire de la TNA, et Jim Cornette, entre guillemets, le booker, eh ben, on ne peut que accepter le fait que tout simplement ça reste un match hardcore. Et ce qui est sûr, c'est que ça s'est battu dans tous les sens, vraiment dans tous les sens du terme. On n'a vraiment pas le temps de cligner des yeux, si ce n'est que c'est un peu trop difficile à tout détailler. Mais il va y avoir des objets à utiliser, des chaises qui est absolument basique, des poubelles. Ce qui est barbelé, c'est fort possible, surtout en venant de Mick Foley. Et il y a d'autres, hein, il y en a vraiment d'autres, même les utilisations de tables ou même d'échelles, si on peut encore en rajouter. Il va voir un énorme splash de AJ Styles sur Cut-Keep à travers une table normale. Et dire qu'à l'époque, AJ Styles, c'était sûr, c'était lui la figure de proue de la TNA. C'était lui le visage, on l'appelait Mr. TNA. Et là, heureusement qu'il est enfin de retour, mais est-ce que il va réussir à nous faire vibrer le AJ Styles d'autrefois? Ah, ça, seul l'avenir nous le dira. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi si j'ai tapé sous le micro, je m'en excuse. Mais ça, on verra bien avec les jours qui passent. Mais voilà, sans trop tarder, ça reste tout de même une victoire de The TNA Frontline, donc l'équipe de Mick Foley, qui vont battre tout simplement la Main Event Mafia. Et je crois à subir le pin, ça va être Scott Steiner. Et voilà, si ce n'est que c'est l'équipe de la TNA qui remporte ce match. Et voilà comment se termine ce Main Event un peu compliqué de Genesis. Voilà tout. Et que ce match-là, je mets à 3,60. Et je vais directement conclure avec ce DVD. Donc les matchs, les bonus, segments, promos et l'ensemble. Ouais, je dis comme à l'ancienne. 3,70. Donc 3,70. Et encore, je suis gentil. Même si j'aurais bien voulu donner une note plus haute. Mais vu comment à cette période ça s'est démarré, l'année en fanfare sur les chapeaux de roue, avec un peu d'incohérence par-ci par-là. Donc ça laisse pas, on va dire, une note si parfaite que cela. Mais on s'arrête là. Parce qu'il y en aura d'autres DVD auxquels je vais en faire. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà tout, c'est tout pour cette vidéo de review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.